Hello et bienvenue sur Parole de bipolaire, le lieu d'échange autour de la bipolarité. Aujourd'hui, on va parler des traumatismes, on peut aussi appeler ça trauma, qui est un sujet un peu compliqué et c'est pour ça qu'on a la chance d'avoir Nella avec nous, qui est psychiatre, et je te laisse te présenter, Nella. Alors bonjour tout le monde, donc moi effectivement je suis psychiatre entre plein d'autres choses, mais je pense que c'est la partie de moi qui vous intéresse aujourd'hui et je travaille à mi-temps dans une clinique, dans un hôpital de jour et sur un autre mi-temps dans une structure qui permet aux gens en fait dans une équipe mobile qui a pour but en fait de sortir un peu les gens de l'hospitalisation chronique. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont hospitalisés de manière chronique depuis très 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 longtemps. Et du coup, on essaye aujourd'hui une autre approche, plutôt de les accompagner au quotidien que de les maintenir en hospitalisation. Et c'est vrai que j'ai une approche qui est très tournée autour du trouble du stress post-traumatique et du psychotraumatisme. Voilà l'approche un petit peu informée du trauma, comme on l'appelle dans les pays anglo-saxons. Et même si on a du mal encore à parler de ces termes chez nous. Donc voilà, je serais ravie de vous parler de ça. Est-ce que justement tu peux définir un petit peu ces termes parce qu'au final on en entend un peu parler, mais Mmh. parce que le traumatisme c'est un grand mot qu'on utilise un peu à Mmh. tort et à travers. Déjà peut-être qu'est-ce que c'est qu'un traumatisme? Alors, un traumatisme psychique, c'est quelque chose que notre cerveau n'arrive pas à intégrer. En fait, notre cerveau, il est équipé de tout un tas de mécanismes comme un ordinateur et ces mécanismes nous permettent un petit peu d'intégrer ce qui arrive dans nos vies. Par exemple, un exemple très simple, ça va être un deuil. Un deuil, effectivement, l'idée, c'est qu'on va ressentir des émotions très fortes, parfois très contradictoires, parfois très ambivalentes, parfois très douloureuses. Et en fait, ces émotions, le cerveau va un peu les transformer en informations et en fait, à la fin du processus, ben, la personne ne va plus être une personne vivante avec qui on interagit tous les jours, mais plutôt un souvenir. Donc on va toujours garder une relation avec la personne, mais ça va être une relation un peu basée sur nos souvenirs, basée sur ce qui se passe en fait dans notre tête, dans notre vécu. Et normalement, un deuil qui n'est pas traumatique, ben, c'est un processus qui se passe et notre cerveau, il est équipé à gérer ça. C'est-à-dire qu'il est équipé à gérer ces émotions douloureuses et à les transformer. Et en fait, le psychotraumatisme, c'est tout simplement un événement qui va dépasser les capacités de notre cerveau à le faire. C'est-à-dire que soit parce que l'événement est trop lourd, trop brutal, soit parce que nous-mêmes, notre cerveau est en position de vulnérabilité. Par exemple, dans le cas d'un enfant, le cerveau d'un enfant, c'est très vulnérable parce que ça se construit, ça se développe. Et du coup, le cerveau va être trop vulnérable pour assimiler certaines choses. Donc voilà, c'est vraiment en fait les 2 facteurs. C'est, la dureté de l'événement et nos capacités à y faire face et si cette équation n'est pas bonne à la fin, ça fait un psychotraumatisme, donc un événement en fait qui va être bloqué par notre cerveau qui va pas réussir à digérer. Du coup, il va tourner en rond comme ça autour de cet événement qu'il n'arrive pas à digérer. Mais en fait, ça change un petit peu du trouble du stress post-traumatique qui va être une façon, c'est-à-dire qui va être une entité clinique précise, donc le trouble du stress post-traumatique où il va y avoir des cauchemars, où il va y avoir le fait de revivre l'événement traumatique tout le temps, un peu ce truc qu'on voit dans les films américains avec les soldats qui reviennent de la guerre du Vietnam. C'est d'ailleurs sur ces soldats-là qu'on a commencé à vraiment l'étudier en recherche, ce trouble du stress post-traumatique. Donc voilà, ça va être une entité clinique bien précise suite à des événements bien précis. Mais en fait, la recherche sur le psychotrauma, qui est très récente, qui date vraiment d'une quarantaine d'années, elle se rend compte aussi que le psychotraumatisme, il peut s'exprimer autrement qu'à travers ce trouble du stress post-traumatique via tout un tas de comportements, par exemple, qui sont délétères pour nous, comme les addictions et en fait tous les comportements qu'on va avoir, ça va plus être des façons de ça va plus être façon de survivre en fait à ce qu'on ressent des fois, c'est voilà, c'est-à-dire qu'on se dit que potentiellement certains symptômes peuvent être liés à un psychotraumatisme. En fait, même si c'est pas les symptômes du trouble du stress post-traumatique. Et là, je crois que je m'embrouille un peu, mais mais l'idée c'est qu'il y a pas, c'est pas parce qu'on n'a pas des symptômes du trouble du stress post-traumatique que qu'il y a pas de psychotraumatisme. C'est juste que le psychotraumatisme correspond à d'autres symptômes et d'autres événements.
En fait, enfin, déjà, il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit. Et en fait, Mm. c'est très bien parce que tu as continué la question que j'allais te poser hein, sur la post-traumatique. Donc, pour Super. information, tu étais dedans. Déjà, tu as parlé de vulnérabilité du cerveau. Ouais. Et personnellement, en tant que personne bipolaire, est-ce que on peut considérer qu'on a une vulnérabilité ou pas? Alors, il y a deux façons de prendre ta question. C'est-à-dire, est-ce qu'en tant que bipolaire, il y a une vulnérabilité? Ben oui, forcément. La bipolarité elle-même est une vulnérabilité. Et puis après, il y a une autre façon de prendre ta question, c'est est-ce que il y a une vulnérabilité, en fait, de mon cerveau qui a fait qu'on développe une bipolarité? Potentiellement, oui. Après, la bipolarité, c'est multifactoriel, c'est-à-dire que potentiellement, il y a un terrain génétique, potentiellement il y a aussi un terrain héréditaire, c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que l'hérédité, ça va être lié à une transmission familiale. Par exemple, si effectivement il y avait déjà des troubles psy dans la famille et que du coup l'enfance a été marquée par ça, ben on va développer soi-même aussi un trouble psy, peut-être parce qu'il y a un terrain génétique, mais aussi parce que notre cerveau s'est développé autour de troubles psy et est vulnérable lui-même également. Donc ça c'est la première chose. Et puis le trauma, hein, les événements qui se passent dans la vie d'un enfant, les adverse childhood experience, je crois qu'ils sont ce terme-là en anglais, ça va faire partie aussi des facteurs de risque de la bipolarité, ouais, bien sûr. Et donc, la manière dont le traumatisme peut être déclencheur de bipolarité et le traumatisme, lorsqu'on est soi-même bipolaire, peut être plus intense ou comment ça se passe? Parce que ce que tu as expliqué, Néla, c'est que grosso modo, un traumatisme, c'est lié à un événement significatif, par exemple un deuil, mais c'est Mhm. le fait que nos cerveaux bloquent sur cet événement traumatisme, alors que normalement, ils devraient réussir justement à évacuer. Est-ce que nous, en tant que personnes concernées par la bipolarité, est-ce que justement on a plus de mal à justement éviter que ça reste dans le cerveau et ça nous bloque? Je simplifie énormément, hein, mais Hmm. En fait, c'est le fait que, en fait, il y a tout un tas de facteurs qui rentrent en compte. Donc, c'est compliqué de vraiment répondre à ta question. Oui, ça doit pas faciliter les choses. Et surtout, je pense que et surtout, ça peut être un moyen, un facteur de décompensation aussi. C'est-à-dire que forcément, quand il y a quelque chose de trop lourd à gérer, bah, un cerveau de bipolaire, ça a besoin de stabilité, ça a besoin de régularité. Donc forcément, quand il y a un psychotraumatisme qui vient, ça peut être d'autant plus compliqué à gérer. C'est un TT1, c'est un des facteurs de vulnérabilité. Les facteurs de vulnérabilité vis-à-vis de trauma, alors le terrain génétique dont on ne connaît pas 100% l'ampleur, hein, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des prédispositions de génétique, mais quelle ampleur elles ont, c'est difficile à dire. Il y a aussi le niveau de soutien qu'on a autour de nous. Il y a la façon, nos fonctionnements, souvent hérités de l'enfance pour gérer les choses. Et puis, il y a l'intensité du trauma en question. Et puis, ben, bien sûr, une pathologie psychique sous-jacente qui ne va pas améliorer les choses. Donc, en fait, le fait qu'un psychotraumatisme va se poursuivre ou pas, parce que des fois, voilà, on estime qu'il y a que 20% des troubles du stress post-traumatique qui durent vraiment dans le temps, c'est-à-dire que la plupart du temps, ça se résorbe tout seul. Mais en fait, il y a tout un tas de facteurs dont la bipolarité peut faire partie qui expliquent que ça ne se résorbe pas. Après, c'est c'est vraiment en fait l'addition, c'est vraiment l'équation en fait de tout ça qui va faire en sorte que oui ou non, un traumatisme, qu'un trouble du stress post-traumatique dure dans le temps et se chronicise. parce qu'en fait, oui, les éléments de stress, les traumatismes, etc. Enfin, justement, et lorsqu'il y a un deuil, on parle d'un. Est-ce que c'est vraiment, on considère que c'est un traumatisme ou justement, est-ce qu'on parle juste que c'est un événement stressant, la terminologie? Un deuil, c'est pas un traumatisme, c'est un procédé normal, c'est un événement complètement normal qui fait partie de la vie humaine. Par contre, effectivement, ça va être un événement stressant. Ça, oui, c'est-à-dire que c'est bien d'en parler justement des événements qui génèrent du stress parce que un événement qui génère du stress, ça va être un événement qui va mettre un peu qui va mettre notre système nerveux, désolé si on entend les oiseaux, je sais pas si on les entend, qui va mettre notre système nerveux central à rude épreuve. Donc oui, un deuil, c'est un événement stressant parce qu'effectivement, les émotions, c'est difficile à gérer, c'est lourd à gérer. Et en fait, on a un circuit du stress qui va être super important
dans nos vies. C'est-à-dire que pour réagir à un danger, c'est bien d'avoir un système de stress parce que le système de stress va permettre d'activer le cerveau, va permettre d'activer aussi toute une neurotransmission et on va faire en sorte effectivement du coup de pouvoir avoir une neurotransmission d'adrénaline, une sécrétion de cortisol, tout un de choses qui vont nous permettre de réagir au stress. Mais en fait, ces capacités de stress, elles sont dépassées. C'est-à-dire que on le sait, hein, quand on a eu, on l'a tous déjà vécu, quand on a eu un événement qui génère beaucoup d'adrénaline, soit un examen, soit même un saut à l'élastique, à la fin, on est épuisé parce que le stress, ça fatigue, ça prend de l'énergie. Et effectivement, on a des capacités de gestion du stress, mais selon notre niveau de vulnérabilité, justement, elles ne vont pas être égales, elles ne vont pas être les mêmes pour tout le monde. Donc du coup, pour répondre à ta question, oui, le deuil, forcément, ça génère du stress. Et en fait, il faut vraiment distinguer le deuil normal et le deuil pathologique. Alors moi, je préférais même parler de deuil traumatique parce que c'est un peu ça. C'est-à-dire que oui, un deuil, c'est un procédé normal. Par contre, si vous en êtes à votre 3e deuil de l'année, là, votre cerveau, il risque d'être un petit peu fatigué par tout ça et là, ça risque de dépasser votre capacité. Si voilà, il y a plein d'événements qui vont venir rendre le deuil traumatique. Par exemple, le fait de perdre plusieurs personnes en même temps. Là, je parle de choses pas drôles, hein, désolé, mais ça arrive vraiment à des gens. Des fois, le fait que le décès soit brutal, qu'on n'y soit pas préparé, notre propre état d'esprit, le lien qu'on avait avec le défunt aussi. C'est-à-dire que quand il y a beaucoup de non-dits dans la relation, quand il y avait un lien compliqué, bah en fait, il va y avoir aussi cette émotion de regret qui va être très compliquée à intégrer. Donc en fait, ça c'est une addition encore une fois qui va faire que le deuil va rester un peu coincé en fait dans notre cerveau comme une espèce de gros boulet dont le cerveau ne va pas savoir quoi faire. Donc oui, un deuil peut effectivement, voilà, c'est un deuil qui ne se fait pas. Un deuil qui se passe trop bien au début, moi je trouve ça un peu suspect. C'est-à-dire que voilà, on n'est pas pump it up de jours après un décès. C'est-à-dire que potentiellement, ça va revenir sur le devant de la scène plus tard. Donc voilà un peu vraiment la différence entre un deuil normal. Je simplifie encore, mais c'est un peu comme Ouais, si notre cerveau il avait pris un coup, et ouais. donc c'est normal, il a besoin de quelques jours pour se remettre, etc. Maintenant, si jamais on a déjà pris un coup avant ou quoi, au final, notre capacité à se régénérer n'est plus là. Et donc, ça devient un vrai problème, et donc il faut opérer, et donc il faut aller voir un psychiatre pour justement régler le traumatisme, quoi. C'est un peu C'est ça. ça. C'est exactement ça. Merci de simplifier mon jargon. Ouais, mais en fait, c'est super compliqué parce que tu vois, c'est des mots. Moi, j'entends depuis très longtemps le traumatisme Mhm, et j'ai jamais réellement compris ce que c'était. Enfin, j'ai commencé à mhm, comprendre grâce à toi, mais on va aller plus loin. mhm. Euh, En fait, il y a quelque chose qui m'a marqué quand tu as parlé de c'est très récent et tu m'as dit ça fait 40 ans. Et j'ai l'impression que 40 ans, c'est il y a des années-lumière. Pourquoi est-ce qu'on parle d'un phénomène récent et pourquoi est-ce que c'est aussi lent dans la psychiatrie, justement, entre le moment où il y a eu des recherches et le moment où on Mhm. dit c'est validé, alors que dans d'autres domaines, enfin, je te prends juste mon portable, hein, Ouais. il y a ne serait-ce que 5 ans, ça fait une très grosse différence. Alors, c'est une très bonne question. Là, on part sur mon dada, c'est bien. En fait, c'est encore pire que ça. C'est-à-dire que si tu lis les écrits grecs antiques, notamment les écrits d'Hippocrate, plein de choses comme ça, il y a aussi même dans l'Iliade, même dans l'Iliade d'Homère, en fait, on va avoir effectivement des descriptions de soldats qui ont des cauchemars, qui ne sont plus les mêmes, en fait, depuis qu'ils sont revenus de la guerre. Donc, c'est un phénomène qui est vieux comme le monde, en fait. Et effectivement, c'est vraiment à partir du moment où d'autres soldats sont revenus de la guerre du Vietnam, qu'il y a eu vraiment une recherche là-dessus. Et du coup, le trouble du stress post-traumatique, il est apparu dans le DSM. Donc, le DSM, c'est notre classification de pathologie psychique en 1980, ce qui est très, 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 très tard pour quelque chose qu'on connaît depuis l'Antiquité. Et en fait, c'est depuis
là, on commence à se rendre compte de plus en plus de choses. Et justement, dans le genre Kata, par exemple, l'approche informée du trauma, c'est quelque chose dont on ne se sert pas en France, alors que pourtant la société d'addicto et de santé mentale aux États-Unis, donc la SAMHSA, et fait vraiment des guides géniaux d'ailleurs sur l'approche informée du trauma. Et en fait, on commence à se rendre compte que beaucoup de symptômes, que beaucoup de pathologies psychiques sont en fait plutôt des réactions normales à des choses pas normales, c'est-à-dire à de la violence, plutôt que en fait de la pathologie. C'est-à-dire qu'on est encore en train de découvrir beaucoup de choses et on ne sait pas jusqu'où ça va aller en fait. Mais pour répondre à ta question, après il y a déjà la stigmatisation effectivement de la pathologie psychique, c'est-à-dire on ne comprend pas la pathologie psychique parce que la pathologie psychique elle est en définition, par définition pas rationnelle en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu regardes quelqu'un complètement angoissé dans un avion, alors que c'est le moyen le plus sûr du monde, enfin de transport le plus sûr du monde, ben c'est pas voilà, c'est pas rationnel d'avoir peur dans un avion. Ça vient toucher un peu tout ce qui est émotionnel. Quand on voit quelqu'un prendre beaucoup de drogue, c'est pas rationnel de prendre de la drogue. Quand on voit quelqu'un péter des câbles, avoir tout un tas de symptômes, c'est souvent pas rationnel. C'est très stigmatisant comme terme péter des câbles, hein, désolé, j'essaie. Des fois, on essaye d'employer un petit peu un langage que les gens comprennent, mais voilà, c'est pas rationnel. Et en fait, du coup, le premier réflexe qu'on a quand on voit quelqu'un faire quelque chose qui est pas rationnel, c'est de lui dire bah, arrête de faire ça. Et en fait, quand c'est pas notre problématique à nous, parce qu'on a tous des comportements irrationnels, hein, on en a tous, on a tous nos petits problèmes de santé mentale. Enfin ça, faut. Mais on comprend les nôtres parce qu'on les vit. On comprend pas ceux des autres. Donc voilà, c'est toujours pareil. Donc effectivement, la première réaction, c'est arrête de faire ça. Et puis après, longtemps, ça a été d'enfermer parce qu'on savait pas trop quoi faire. Donc ben on enferme en fait. Et en fait, ben, effectivement, la psychiatrie a pris du retard par rapport à ça pour que des gens se posent un peu la question du pourquoi, du comment. Et je pense que sur le psychotraumatisme en lui-même, en fait, je pense qu'il y a une difficulté d'affronter un peu le trauma même de la part du corps soignant parce qu'il y a des phénomènes de retraumatisation secondaire qui ont été décrits, c'est-à-dire que même pour même de trauma vicariant, même pour des soignants, ça peut être compliqué des fois d'affronter le vécu des patients, d'affronter la violence et surtout quand on n'est pas bien formé à la gérer et ben forcément il y a un défaut de formation. Donc je pense qu'il y a un peu un évitement par rapport à ça. Et puis pour moi, il y a aussi un gros souci, c'est que on a quand même beaucoup fait croire aux gens pour des raisons qui me dépassent. Après, je pourrais être dans la théorie du complot et dire que qu'on a envie de normaliser la violence parce que ça arrange certaines personnes et je suis pas sûre que je fais complètement dans la théorie du complot en disant ça. Mais effectivement, du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. Mais oui, il y a cette idée en fait qu'on devrait résister à la violence, que on devrait en avoir rien à faire de quelqu'un qui nous insulte ou de quelqu'un qui nous fait du mal ou qu'on devrait juste passer à autre chose. Sauf que notre cerveau, il n'est pas fait pour supporter la violence. Il a des capacités de résilience parce qu'il n'a pas le choix, il a des capacités de survie, mais il n'aime pas la violence et la violence, ça lui fait du mal. Et je pense qu'on a pris le paradigme inverse, en fait. C'est-à-dire, plutôt que de dire aux gens, bah, en fait, c'est normal que vous supportiez pas la violence parce que vous n'êtes pas fait pour ça. On va essayer de vous soigner pour vous dire qu'en fait, vous avez à supporter la violence et vous n'êtes pas normal si vous n'arrivez pas à la supporter. Ouais. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est hyper tabou, justement, d'en parler. Mm. Alors que pour autant, on a vécu quelque chose qu'on n'a pas choisi. Et Mm. il y a un peu ce côté où, enfin, pour ma part, moi, je suis plutôt pour la responsabilisation hein, sur des pathologies comme la bipolarité, de dire, voilà, on a une part de responsabilité dans le fait de vouloir aller mieux, d'accepter. On n'est pas les seuls responsables, mais ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où on a envie d'accepter qu'on est différent, d'accepter qu'on n'a plus envie de vivre des phases maniaques et qu'on s'entoure et qu'on met en place des actions, on prend des médicaments, on va trouver des solutions pour leur établissement.
Si jamais on refuse du tout au tout de dire, bah, en fait, j'ai envie de continuer à vivre mes phases up, donc Mhm. ça va être compliqué. Donc, je suis un peu dans la responsabilisation, mais en même temps, j'ai l'impression que dans le trauma, il est comme si c'était presque too much. C'était un peu, bon, tu t'es fait frapper, mais passe à autre chose. La personne Mhm. là, et comme si on devait switcher du jour au lendemain, alors que ce que tu expliqué, en fait, c'est que c'est vraiment un phénomène d'épuisement. C'est comme si on avait une sorte de jauge d'énergie Mhm. et que les personnes ont différentes jauges d'énergie. Peut-être que les enfants ont une jauge un peu plus faible, que nous, en tant que personnes bipolaires, peut-être que c'est un petit peu plus faible aussi. Et qu'au fur et à mesure, avec les stress, ce qui se passe dans notre vie, les deuils, etc., on baisse notre jauge d'énergie jusqu'au moment où notre cerveau ne peut plus encaisser. Et là, ça devient un traumatisme. Mhm. Et plus on a vécu de traumatisme, et plus justement la jauge d'énergie est basse, et plus lorsqu'on vit des stress, bah, les traumatismes s'enclenchent à d'autres traumatismes, etc. Mhm. Et première question, c'est comment est-ce qu'on fait pour que cette jauge d'énergie, on puisse bah, faire qu'elle soit plus importante de base, et comment est-ce qu'on fait pour la recharger? Alors pour la recharger, je dirais qu'on se soigne et qu'on va en thérapie. C'est la réponse un peu facile. Et puis, je pense que la meilleure façon de recharger la jauge aussi. Alors après, enfin voilà, quand je dis les soins psychiques, c'est assez vaste, c'est tout ce qui va à l'hygiène de vie, c'est-à-dire effectivement retrouver une hygiène de vie, retrouver un amour de soi en fait qui va nous permettre d'avoir cette hygiène de vie parce que toi tu parles de la responsabilisation. Alors moi je suis très prudente sur la responsabilisation. Moi je trouve qu'on responsabilise les gens justement un peu trop de choses dont ils sont pas responsables. Je trouve que c'est plus ça le problème, en fait, c'est plus les injonctions, d'ailleurs, le problème. C'est-à-dire que, par exemple, sur le fait d'avoir une bonne hygiène de vie, de faire du sport, de bien manger, en fait, on retrouve, alors oui, il y a une discipline à avoir, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens font ce qui est bon pour eux, ce qu'ils pensent être bon pour eux selon leur jugement. Et en fait, il y a des fois une équation qu'on fait pas très bien parce que on va des fois aller chercher quelque chose qui va nous soulager sur le court terme. Donc, on fait toujours les choses pour une raison. C'est-à-dire que tu parlais de la bipolarité, du fait de prendre son traitement, etc. Mais quand tu dis que tu prends ton traitement pour éviter les phases up, c'est pas parce que tu te responsabilises, c'est parce qu'à un moment donné, tu te rends compte qu'en fait, les phases up, elles apportent pas du bien à ta vie et que, en fait, même s'il y a quelque chose de très plaisant dans la phase up, c'est-à-dire qu'effectivement, ça c'est un truc que tous les patients bipolaires ont vécu, ça. C'est ce fait de pas vouloir prendre le traitement pour pouvoir rester dans la phase up. C'est pas que toi, en fait, c'est tout le monde. Et ça, c'est des choses du vécu des patients qu'on nous apprend pas assez dans nos formations en psychiatrie. Donc, c'est quelque chose, effectivement, de compliqué de renoncer à la phase up. Mais tu n'y renonces pas parce que tu es hyper responsable, tu y renonces parce que au final, tu vois les conséquences que ça a pour toi et tu fais voilà, c'est-à-dire qu'au final, tu fais pas les choses pour être responsable, tu fais les choses pour toi. Et en fait, ben il y a un moment donné, la question c'est quelle chose tu fais pour toi. Par exemple, si tu prends de la drogue et que tu te rends compte que ça te fait vachement du bien sur le coup, tant que t'as pas une autre réponse à côté, tant que t'as pas travaillé autre chose, ben en fait, tu vas continuer à prendre la drogue parce que ça te fait du bien, parce que tu as une bonne raison en fait de la prendre. Ce n'est que avec d'autres clés, avec d'autres outils, d'autres cartes que tu vas pouvoir ne pas le faire et faire autrement et faire le travail qu'il faut pour faire autrement. Donc des fois, et j'ai complètement oublié ta question, je suis désolée parce que je suis partie sur autre chose, mais des fois, effectivement, la question, c'est pas de dire aux gens, ah, faut être responsable, c'est de valider, en fait, les bonnes raisons qu'ils ont à faire de mauvais comportements. Et c'est ça le secret. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai que c'est ça qui est compliqué avec le sujet de la responsabilisation. C'est parce que, tu vois, c'est marrant. Moi, c'était presque implicite ce que tu me dis là, dans le sens où le fait d'avoir envie d'eux, par exemple, ne plus avoir de phase up parce que c'est destructeur, enfin, pour moi, c'est le moment où on fait ce switch de se dire Mhm. j'ai plus envie d'eux
qu'on se responsabilise. C'est un peu comme ça que moi je Mmh. vois. Mais c'est intéressant parce que ce qui est beau et compliqué avec les mots, c'est que je pense que si on devait demander, mais des mots très simples, hein, c'est qu'est-ce que tu entends derrière, eh ben, en fait, les gens diraient des choses différentes. J'avais déjà fait l'exercice, Mmh. c'est assez marrant. Et même pour des termes médicaux, je pense que ce serait intéressant même de faire une étude entre par exemple, les psychiatres, les personnes concernées, et de voir quelle est la définition qu'ils vont avoir de chaque mot, qui, je pense, C'est n'est pas la vrai. même. Peut-être que ça a été fait, hein, il y a plein d'études qui sortent sur plein de choses. Après, il y a des études qui sur les injonctions, sur la honte, il y a l'université de Birmingham là, qui rassemble des études un petit peu sur la honte, justement, dans le système de soins, et c'est dévastateur. C'est-à-dire que, voilà, moi, on m'a déjà dit que j'étais un peu trop bisounours comme psychiatre. Alors, je préfère largement être bisounours parce qu'on a vite fait de retraumatiser les gens, en fait. Et ce qui est dévastateur, c'est pas de pas assez responsabiliser les gens, c'est justement de trop leur mettre la pression. Et en fait, il y a aussi un truc qui me fait toujours titiller, qui me fait toujours un peu sortir de mes gonds, c'est l'idée que les gens n'ont pas envie d'aller mieux. Ça, c'est pas vrai. Oui, non, mais ça. Ça il y a tout le monde qui a envie d'aller mieux, simplement. Des fois, ce qu'il faut faire pour aller mieux, c'est terrifiant, ça c'est vrai, et qu'on a l'impression que c'est trop vertigineux, qu'on ne va jamais y arriver, et voilà, mais tout le monde a envie d'aller mieux et tout le monde a besoin de clés, et en fait, souvent, on se rend compte qu'il y a une impulsion qui vient des patients eux-mêmes. C'est-à-dire que quand on dit aux gens: «OK, vous n'êtes pas prêts à arrêter, telle drogue, vous n'êtes pas prêts, à reprendre le travail, vous n'êtes pas prêts à quitter, votre, conjoint violent ou votre conjointe violente, vous n'êtes pas prêts, mais je vais quand même continuer à vous suivre. Mais qu'est-ce que vous êtes prêts à faire, en fait? Où est-ce que vous en êtes et parce que quels sont, voilà, qu'est-ce qui vous pousse à rester dans des comportements qui sont nocifs pour vous? Et qu'est-ce qui vous pousserait à les arrêter? En fait, qu'on continue ce suivi-là, ben, des fois, vous avez 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, 1 mois plus tard, enfin 1 an plus tard, des patients qui débarquent dans votre bureau. Ah bah je vais reprendre le travail en mi-temps thérapeutique. Ah bah j'ai commencé à mettre des limites à mon mari. Ah bah ça fait 8 jours que j'ai pas pris de drogue, et puis 8 jours se transforment en 3 mois. Et puis et alors je dis pas, attention, hein, je dis pas que j'y arrive tout le temps. C'est des fois c'est compliqué, ça monte, puis c'est souvent des hauts et des bas, et il y a pas de méthode miracle, et les soins psychiques ça prend du temps, ça prend souvent beaucoup de constance, beaucoup des fois, on représente aussi un peu pour les gens leur, leur capacité à ne pas abandonner. C'est-à-dire que des fois, il faut qu'on ait un peu de la force pour eux, pour y croire à leur place. Et ça, c'est important. Mais en tout cas, en fait, c'est ça qui peut vraiment marcher, c'est de prendre les gens là où ils en sont à un instant T. Ouais, je te rejoins totalement. Et il y a un peu ce côté où, de manière générale, la société et tout le monde a des attentes du fait qu'on soit parfait, etc. Mmh. Et en fait, il y a des moments, et j'en parle même à titre personnel, où en fait, je suis pas très exigeant avec moi-même. Je fais Mmh. vraiment être assez basique, mais il y a des moments, je sais que je mange trop. Et bah, en fait, enfin, la technique que j'ai, c'est de me brosser les dents après manger, et je mange un peu de la merde, mais j'essaye quand même de me dire, bon, c'est pas grave, c'est qu'une petite période, et en soi, ça durera pas éternellement, il va y avoir un break avec les vacances, etc. Et c'est dur d'être tolérant avec soi-même et de pas se monter ça dans les tours. Et je suis Mmh. assez d'accord avec toi parce que on est très vite parti pour culpabiliser, etc. Maintenant, et c'est là où, tu vois, dans le rétablissement, pour moi, ça fait partie de la responsabilisation, c'est de réussir à se mettre, entre guillemets, des objectifs, Mmh. bien sûr atteignables. Bah, de toute façon, on revient à des trucs qui sont très, même business, hein, les objectifs SMART, dans le temps, atteignables, etc. Et, mais c'est un vrai sujet, et ça pourrait même Mmh. Mais podcast, c'est une vraie question, et c'est une vraie question, et tout a de la nuance. Et tout a de la nuance, c'est-à-dire c'est toujours, et c'est compliqué de trouver le discours le plus juste. C'est pas évident, c'est-à-dire que voilà, par exemple, l'hygiène de oui, le sport, c'est hyper bon pour la santé mentale,
Et bien sûr qu'il faut en faire. Et en fait, et bien sûr qu'à un moment donné, il faut la passer cette première. Ça c'est évident. Et moi, c'est vrai que des fois, c'est compliqué aussi hein, de trouver le bon discours par rapport à ça. Maintenant, j'ai en tout cas confiance aux gens et confiance dans mes patients pour que, en leur intelligence aussi, et en leur capacité de, in fine, choisir ce qui est bon pour eux. C'est-à-dire que si je leur donne des cartes qu'ils n'ont pas eues avant, si je leur montre qu'il y a autre chose, si je leur montre, par exemple, que la violence qu'ils ont subie n'était pas normale. Voilà, c'est-à-dire que les gens se comportent de manière mature, responsable, quand on leur fait confiance aussi dans leur capacité de le faire. Ouais, clairement, il y a ce sentiment d'espoir. Et tu me fais revenir justement sur le sujet du traumatisme. C'est que, en fait, de ce que j'ai compris, c'est qu'il y a deux choses. Il y a le stress qui va potentiellement aller trop loin et peut amener un traumatisme parce qu'il y a trop d'événements stressants. Et Mhm. il y a une première question que je me pose, c'est que on a cette jauge d'énergie qui permet, entre guillemets, lorsqu'il y a, hélas, un deuil, de dire, OK, j'en sais rien, imaginons que j'ai 100 points d'énergie, le deuil Mhm. me fait perdre 70 points, et donc ça tient la route, et j'atteins pas zéro, et donc ça se transforme pas en traumatisme. Mhm. Et comment est-ce qu'on peut faire pour faire que cette jauge d'énergie, elle soit à 100, et qu'on commence pas à chaque fois qu'il y a un truc stressant, on commence pas à 50? Est-ce qu'il y a des trucs qui peuvent faire que entre guillemets, cette jauge augmente? Comme si on passait au niveau d'après, en fait. Alors, oui, c'est intéressant. Et là, entre en jeu pour moi une question qui est absolument pas abordée en santé mentale, c'est la prévention. Il n'y a aucune prévention en santé mentale. En tout cas, pas assez. Enfin, pas, voilà. En fait, la question, c'est que comment est-ce qu'on va pouvoir mettre de la sécurité dans sa vie? Comment est-ce qu'on va pouvoir mettre de la bienveillance, du lien, de la connexion dans sa vie? Il y a quelque chose dont j'ai pas parlé, c'est-à-dire qu'un des facteurs les plus protecteurs, c'est des relations soutenantes, authentiques et réelles avec les gens autour de nous. Ça, c'est, heu, ça, c'est hyper important, hein. Moi, alors il y a des études qui ont été montrées, hein, sur la place de la connexion, en fait, dans le lien avec l'autre. Alors on est aussi, dans une société qui a beaucoup de problèmes de santé mentale, sans doute parce que, il y a plus assez de connexion et de lien avec les gens. Mais si j'ai un conseil à donner, c'est oui, bah, déjà l'hygiène de vie, de prendre soin de soi. C'est-à-dire que, bah, forcément, quand on dort bien, quand on prend soin de son hygiène de sommeil, quand on mange bien, bah, on va augmenter en fait ses capacités de réponse au stress, tout simplement parce qu'on va avoir les fondations qui vont être là et que notre système nerveux va fonctionner. Mais il y a quelque chose dont on a tous profondément besoin, c'est d'amour, c'est d'affection, c'est de lien et de connexion avec les autres. Ça, c'est indispensable et c'est ce qui donne de la force aux gens d'ailleurs, hein. Vous savez, moi, dans l'hôpital de jour où je travaille, alors on fait plein d'activités, hein, on fait des trucs, on essaye de vraiment, aider les gens au maximum et au final, le 1er retour des patients, quand je leur demande si ça va, c'est, si ça leur convient, si ça leur plaît, si ça les aide. Ils disent toujours la première chose, hein, ils disent tous ça, c'est: «Mais oui, parce qu'on n'est pas seul, on ne se sent pas jugé, il y a d'autres personnes comme nous, on se comprend et c'est ça qui nous aide le plus». Pourtant, on se donne du mal, hein, pour faire des trucs et au final, c'est ça le facteur numéro un. Donc et le piège avec le trauma, c'est que justement, ça change notre façon de voir la vie, ça change nos cognitions et ça vient aussi toucher nos capacités de rentrer en lien avec l'autre. Parce qu'on va avoir peur de rentrer en lien avec l'autre parce que l'autre nous a fait du mal. Donc, du coup, on va se retrouver piégé dans cette espèce d'espace-temps, de limbe où d'un côté, bah, on souffre de la solitude, on se sent seul, mais de l'autre, on va se méfier des gens et on va avoir peur. Et du coup, tout ce travail de retrouver confiance en l'autre, de retrouver une relation sécurisante avec l'autre, il va être fondamental pour pouvoir à nouveau accéder à notre besoin de connexion avec les gens. Et d'ailleurs, il y a des théories, notamment sur l'addiction, qui, voient plus l'addiction, en fait, comme le lien qu'on va mettre en place avec un produit, avec une substance, qui va compenser le lien qu'on n'arrive pas à mettre en place avec les gens. Parce que le dealer sera toujours là, en fait. C'est le sucre, ça sera toujours là, les gâteaux, ça sera toujours là, ça
Ouais, donc il y a ce côté où ce lien va être sécurisant parce que ça va toujours nous apporter ce qu'on veut, évidemment, jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'est un gros piège. Mais c'est le premier essai qu'on va faire, et parce que cet essai ne va pas marcher, alors on va essayer de chercher autre chose, et ça va être des soins. J'interromps l'échange quelques secondes pour te demander de nous mettre une petite note sur Apple Podcast ou la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, cela nous aide beaucoup à sensibiliser sur la bipolarité et briser les tabous. Allez, c'est reparti. Au final, on revient vraiment à des choses, et c'est marrant parce que c'est toujours ça, c'est toujours les bases de la santé, et qui sont l'hygiène de vie. Et c'est ça, en fait, notre barre d'énergie. C'est le fait que tout va bien dans sa vie, qu'on dort bien, on mange bien. Moi, je reviens toujours à 6 trucs. Bah, d'ailleurs, curieux de le faire challenger, mais j'avais écouté ça dans un podcast. C'est Huberman, je crois. Je sais pas si tu connais. C'est un Américain et qui est assez fort en com. C'est Huberman. Ouais, c'est ça, Huberman. J'ai plus son Je ne prénom. connais pas Huberman. Bref, c'est un chercheur de Stanford, si je dis pas de conneries. Et en fait, il dit il y a 6 trucs. Pour être en bonne santé, grosso modo, il y a la lumière, le sommeil, le fait de s'hydrater, le fait de bien manger, les liens sociaux et le sport. Et qu'à peu près tout découle de ces 6 fondements. Et selon chaque personne, c'est très différent, etc. Mais qu'à partir du moment où ces 6 fondements sont plutôt solides, eh ben, ta barre d'énergie, elle est élevée. Et donc, quand tu vis un stress important, ton risque de passer en dessous de 0 et donc que ça se transforme en traumatisme est relativement plus faible. Et donc, la question qui me vient après, c'est du coup, pour recharger cette barre d'énergie, on revient toujours à la même chose, c'est-à-dire les bons liens sociaux, le fait de se reposer, etc. Comment tu recommandes de réagir lorsqu'on a vécu un stress important? Ça ne s'est pas transformé en traumatisme, hein. Mais stress important, deuil, notre barre d'énergie était à 100, on passe à 30. Comment est-ce qu'on fait pour reconstituer cette barre d'énergie, histoire que lorsqu'il y a un prochain événement stressant, bah, on évite que ça passe en dessous de 0, parce qu'on sait qu'hélas, imaginons qu'il y ait deuil 1, on passe à 30, deuil 2, on passe à -20, et là, boum, traumatisme. Comment est-ce qu'on fait pour la recharger le plus rapidement possible? Alors en fait, déjà, petite précision quand même à faire, effectivement, parce que des fois on maîtrise pas, hein, c'est-à-dire que des fois il y a des choses, notamment les choses violentes, voilà, des fois on ne maîtrise pas, et voilà, méfions-nous aussi un peu du piège peut-être du sport, tout va aller mieux, parce que il dormait bien, tout va aller mieux, parce que quand on a une espèce de gros psychotrauma, parce qu'on a vécu de l'inceste et des violences, en fait on ne va pas pouvoir accéder à ça, faut déjà gérer le trauma, donc ça c'est la première chose. Après, ça. On a parlé de stress, hein, parce que c'est vrai. Ouais. Non, mais je tiens à le préciser enfin voilà, c'est vraiment avec l'hygiène de vie, j'essaie d'avoir le discours le plus nuancé possible, de dire oui, c'est important, mais des fois on ne peut pas accéder à ça parce qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, et on maîtrisera jamais tout dans sa vie. Voilà, les 6, enfin voilà, c'est ça, je tiens à le dire. Mais après, et ça, c'est quelque chose que notre jeunesse, qu'on critique beaucoup, commence à comprendre, c'est d'exprimer ce qu'on est en train de vivre. Tout simplement, en fait, l'expression des émotions, ne pas faire semblant que ça va alors que ça va pas, pouvoir dire je suis triste, pouvoir dire je suis en colère, ne pas chercher à minimiser ses émotions, ne pas se dire que nos émotions ne sont pas légitimes, les exprimer. Alors voilà, ne pas se servir des autres pour éponger ses émotions, hein, c'est-à-dire il y a on a aussi un travail à faire pour exprimer et réguler sainement nos émotions avec l'aide des autres, hein. Les autres nous aident à réguler nos émotions. On est des êtres interdépendants. Voilà, donc en fait, il faut se dire que la seule limite dans le fait de pouvoir réguler ses émotions, c'est la violence. C'est-à-dire qu'on ne crie pas sur les autres, on ne tape pas les autres parce qu'on n'est pas bien. Et ça, c'est important à dire, parce que il y a plein de gens, hein, qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de la psychiatrie, et qui vont parfaitement bien, qui se servent des autres en fait comme régulateurs émotionnels malgré eux. Donc ça, c'est pas possible. Mais par contre, oui, d'être l'authenticité, l'honnêteté envers soi-même, c'est super important. Moi, j'aime beaucoup dire qu'on ne peut pas être heureux tout le temps, on ne peut pas être bien tout le temps, même si on aimerait l'être. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui font partie de la vie. Par contre, on peut toujours être honnête avec soi-même, aligné avec ce qu'on est en train de vivre, conscient de ce qu'on est en train de vivre, et
poser ses besoins et ses limites. Alors, pas toujours, hein, on peut pas tout le temps, enfin, personne pose ses limites à 100%, tout le monde a des fois du mal à dire non, enfin, l'idée, c'est pas de culpabiliser les gens et de faire des injonctions non plus là-dessus, mais en fait, nos émotions, elles ont besoin de place, elles ont besoin d'être exprimées, elles n'ont pas besoin d'être contenues. Et en fait, à partir du moment où on les exprime, ben, on se soulage déjà de quelque chose, parce que si on le fait pas, de toute façon, nos émotions, elles gagnent toujours d'une manière ou d'une autre. Elles seront toujours plus fortes que nous. Ouais. Non, mais c'est bien de le repréciser. Et c'est vrai qu'à titre personnel, moi, je pense que c'est ce qui m'aide le plus. Je surcommunique maintenant. Je le faisais pas auparavant. Et Mm. c'est vrai que maintenant, j'avoue que parfois, mes proches, c'est presque too much, quoi. Mais je sais que moi, c'est ce qui me permet justement d'éviter que ça s'empire et que ma barre d'énergie baisse trop. Et là, c'est vrai que tu as raison de bien le préciser, c'est quand on a encore l'énergie pour. Parce Mm. que c'est tout le problème, c'est que, entre guillemets, quand tu es à 30 sur ta barre d'énergie, c'est encore envisageable par le fait d'avoir, je sais pas, ses rendez-vous de psychiatre classiques, ses proches, etc. Par contre, hélas, quand il y a un niveau de stress trop important et qu'hélas, on passe en dessous de zéro et que ça devient un traumatisme, à ce moment-là, j'imagine que c'est pas la même réponse. Et donc là, comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut savoir déjà on a atteint, on est en dessous de zéro, et qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là? Alors, c'est compliqué parce que ça dépend vraiment de la situation individuelle des gens. Bah, en fait, dans ces cas-là, on survit. En fait, là, on est dans de la survie. Donc, la seule chose à ce moment-là qu'on est obligé de faire, c'est survivre. Et en fait, ça va être de faire ce qu'on peut. Ça va être de faire ce qu'on peut. La seule petite chose qu'on va être en capacité de faire pour être bien, à ce moment-là, faut pouvoir. C'est la seule chose qu'on peut faire. Et puis, en fait, c'est à ce moment-là aussi que va venir intervenir la dépendance qu'on va avoir envers les autres. C'est-à-dire que si on est dans le désert, si on est coincé dans le désert parce que voilà qu'on est perdu, ben ce qui va être aidant ou sur une île déserte, ça va être un hélicoptère à un moment donné qui va venir vous chercher. Et en fait, bah, quand on est vraiment au bout du bout, c'est les autres. S'ils arrivent à avoir un discours adapté, ce qui souvent n'est pas le cas parce que les gens n'ont pas de psychoéducation, si les autres arrivent un petit peu à être présents pour vous de la bonne manière, d'exprimer leur amour d'une manière qui n'est pas complètement maladroite, parce que bah, les gens savent pas faire, on leur a jamais appris, hein, c'est normal que les gens savent pas faire parce que bah, les gens vont avoir toujours ce premier de réflexe de arrête de faire ça, dont on parlait tout à l'heure. Donc des fois, en fait, malheureusement, on ne peut pas tout seul. On est des animaux interdépendants, hein, on est des animaux sociaux. Donc souvent, c'est là que le lien avec l'autre va être important. Des fois, on ne peut pas s'en sortir seul, en fait, tout simplement. Ouais, j'irais même presque plus loin. C'est en tant que personne concernée par la bipolarité, moi, je pars du principe que même quand je vais bien, je ne peux pas m'en sortir seul. Dans le Mmh. sens où j'ai Mmh. besoin d'avoir justement mon psychiatre régulièrement, même quand ça va bien. Et quand ça va pas, j'ai besoin, entre guillemets, d'avoir, si possible, encore plus mon psychiatre, mais même d'autres personnes, hein, mon père aidant, ma maman, etc., etc. Et, parce que, en fait, il y a vraiment ce côté où je synthétise et je simplifie, mais je reviens sur cette barre et il y a ce moment de bascule où on est en dessous de zéro et ça se transforme du coup en traumatisme, ce stress. Mmh. Et là, c'est plus la même chose parce qu'il y a un blocage et dans le meilleur des mondes, quel est le plan d'action qu'on doit mettre en place, qui contacter et comment est-ce qu'on peut justement sortir de ce traumatisme. Parce que l'idée, c'est quand même que toi, en tant que psychiatre, j'imagine que tu as des méthodes pour aider la personne à passer outre, même si c'est pas toujours simple. Alors, souvent, la plupart du temps, les gens vont chercher quand même de l'aide. Après, il y a le 3114, hein, par exemple, pour les personnes qui ont des idées suicidaires. Ça, c'est des numéros importants à connaître.
Effectivement, chercher à consulter. Alors des fois c'est compliqué de dire aux gens chercher à consulter quand on connaît la pénurie médicale malheureusement. Ce que vont faire souvent les gens en pratique, c'est d'aller chercher plein de ressources sur internet qui sont plus ou moins adaptées. C'est bien quand même d'aller chercher des ressources, hein. Enfin, je veux dire, on peut pas reprocher aux gens de chercher des ressources. En fait, c'est toujours compliqué de dire aux gens ce qu'il faut faire et là d'avoir une réponse un peu générale et globale pour tout le monde. Mais il y a, c'est souvent qu'est-ce que les personnes peuvent faire. C'est-à-dire que malheureusement, il y a des gens qui ont des schémas tellement ancrés, par exemple sur le fait qu'on peut pas être vulnérable, sur le fait qu'on peut pas aller voir un psy, sur le fait qu'en fait, elles iront pas chercher de l'aide. Et puis après, il y a des gens qui vont éplucher tout Internet pour s'en sortir. Il y a des gens et beaucoup de gens quand même vont avoir cette espèce de réflexe. Moi, je suis assez épatée des fois par le réflexe de survie des patients. Enfin, le nombre qui vous disent j'arrive plus à rien faire, j'arrive plus à faire mes courses. Mais aujourd'hui, j'ai pris le maximum de mes forces pour venir vous voir parce que j'ai de l'espoir. Et ça, c'est ça la survie. C'est ça de survivre, et c'est ça se responsabiliser. C'est-à-dire que c'est pas là, on dit que les gens se responsabilisent pas. Non, ils se responsabilisent en fait parce que quelqu'un qui se lève en fait alors qu'il n'arrive pas à se lever le matin et qui se force à aller voir un psychiatre, c'est déjà quelqu'un qui a conscience qu'il faut faire quelque chose. Donc mais c'est de la survie. Encore une fois, c'est de la survie. La survie, c'est très bien pour survivre. C'est-à-dire que si demain on est obligé de vivre sur des rations de survie de 500 calories, on va tenir un certain temps. On tiendra pas toute une vie. C'est-à-dire que nous, de notre responsabilité en tant que professionnels de santé, c'est de pouvoir s'accrocher à cette pulsion de survie et de donner d'autres cartes qui vont permettre de survivre plus efficacement et de vivre par la suite. Oula. Et non, mais t'as raison dans le sens où. Mais c'est bien, tu me fais évoluer sur la manière dont j'exprime la responsabilisation. Tu utilises beaucoup le terme peu. Et C'est c'est beaucoup le terme le quoi? fait de pouvoir, le peu. Et j'avoue que moi, le premier, en fait, t'as des moments de ta vie où tu peux pas. Enfin, je me rappelle d'une dépression, par exemple, où ne serait-ce que d'ouvrir mes volets, j'arrivais pas. Et ça semblait mais impossible. Mais je ne pouvais pas. Et ça, c'est la, la dépression, entre guillemets. Et dans un traumatisme, alors ça, c'est toujours compliqué de savoir si on en a vécu, mais en tout cas, j'ai pas le sentiment aujourd'hui par exemple, d'avoir un traumatisme qui est resté dans mon esprit, qui est resté bloqué dans ma tête. Et comment est-ce qu'on peut savoir si jamais c'est le cas ou... Parce que j'ose imaginer qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vécu un traumatisme, qui se disent non, c'est pas grave, c'est normal, un peu qui ont normalisé ce traumatisme, mais pour autant, il est resté. Quelle question on doit se poser? Alors, on va pas répondre à tout, hein, mais l'idée, c'est un petit peu, et c'est l'objectif de ce podcast, c'est alors, c'est pas parfait, bien sûr que c'est mieux d'aller consulter un psychiatre et autres, mais voilà, quand on n'a pas toujours la possibilité de se dire, OK, bah, peut-être que là, ça va me donner une idée. Quelle question tu poserais à la personne? Alors, par exemple, dans l'approche informée du trauma, en fait, l'idée, c'est de toujours le rechercher. C'est-à-dire, l'approche informée du trauma, c'est de dire que potentiellement, le trauma dans toutes ses formes, c'est-à-dire que, par exemple, une série de micro-agressions, de micro-négligences vécues dans l'enfance, ça peut aussi être un trauma. Parce que le cerveau d'un enfant est fragile. C'est-à-dire, c'est en fait, comme il est très, très, très dépendant de ses parents, c'est-à-dire on est complètement à la merci de nos parents pour survivre. Et en fait, à partir du moment où il y a plein de micro-agressions, de négligences sur le cerveau d'un enfant à ce moment-là, en fait, on va quand même structurer son cerveau vis-à-vis de ça. C'est-à-dire qu'on va structurer notre cerveau vis-à-vis des choses qui arrivent dans notre vie. Après, donc du coup, effectivement, dans l'approche informée du trauma, on va toujours rechercher sa présence. Et ça, effectivement, il y a des questionnaires pour ça, il y a un examen clinique à faire pour ça. Mais l'idée de se dire, c'est que potentiellement, ce trauma, il est là
Et s'il est là, qu'est-ce qu'on en fait? Et là, la réponse, qu'est-ce qu'on en fait? Ça dépend vraiment des gens. Mais c'est très compliqué, en fait, soi-même de savoir, soi-même d'avoir un recul sur son propre vécu. Alors moi, on critique beaucoup les réseaux sociaux et sans doute à juste titre sur bien des points, mais il y a quand même, je trouve, et notamment sur les réseaux sociaux anglo-saxons, plein de choses pour dire là, en fait, ça, c'est pas normal ce que vous vivez, par exemple, sur toutes les dynamiques de manipulation. Aujourd'hui, je trouve que nos petits jeunes sont bien plus doués pour identifier des red flags que ce qu'étaient sans doute leurs parents à l'époque. Donc ça, c'est vrai que c'est bien d'avoir en fait le recul extérieur de quelqu'un parce qu'effectivement, souvent, on sous-estime en fait l'impact de ce qu'on a vécu. C'est-à-dire qu'on vit dans une société qui nous pousse à aller bien tout le temps, qui nous pousse à ne pas laisser de place à nos émotions et qui nous pousse à sous-estimer l'impact de ce qu'on a vécu. Donc, les émotions qu'on peut avoir, que ce soit des stress ou des traumas, et souvent, alors notamment quand on est enfant, quand on a subi de la violence, on se rend pas compte des fois que ce qu'on a vécu n'est pas normal. Donc après, ça dépend vraiment du parcours de chacun. Après, trauma ou pas trauma, en fait, que notre symptomatologie soit liée à quelque chose de l'ordre du trauma psychique ou qu'il y ait une pathologie qui se déclare un peu en mode pas de chance. Alors ça, c'est toujours pareil. Quelle est la place de ce qu'on a vécu dans le développement des pathologies psychiques? On n'a pas de réponse, on n'a pas de certitude à cette question, mais on a tous vécu des vies. On a tous vécu des choses, on a tous souffert, on a tous eu des douleurs, on a tous eu des choses qui nous ont marqués. On a été tous en interaction avec les autres et les autres, ils sont pas forcément toujours des enfants de cœur et ça vaut le coup, en tout cas, de faire un travail sur ces douleurs psychiques, que ces douleurs psychiques rentrent dans la case trauma ou pas, en fait. Ça vaut toujours le coup. Bah, c'est pour ça que la psychothérapie est fondamentale pour tout le monde, en fait, parce que c'est important de travailler sur ces douleurs. Mais c'est ça, de toute manière, c'est un petit peu ce qu'on disait au début. Il vaut mieux toujours prévenir que guérir. Et à la limite, quand on se pose déjà la question de se dire est-ce que j'ai vécu un traumatisme, entre guillemets, ça coûte pas grand-chose d'y aller quand même, de faire le point avec quelqu'un. Et peut-être qu'il n'y en a pas, et tant mieux. Et s'il y en a un, à la limite, on a la chance de pouvoir justement mettre en place des choses avec un psychiatre, voire même. Je ne sais pas d'ailleurs au niveau des formations sur le traumatisme, s'il y a des psychologues qui sont aussi formés aux dernières méthodes, comment ça se passe? Parce que c'est toujours compliqué en tant que personne bipolaire de se dire, est-ce que là, je dois aller voir un psychiatre? Ce qui est super, mais dans certains cas, comme tu le sais, bah, c'est pas simple. Et aller voir un psychologue où c'est quand même un petit peu plus simple d'accès, où il y a un coût souvent lié, mais au moins, il y a une accessibilité en termes Mais de certains ne coût. peuvent pas le payer. Hein. Ah non, mais clairement. Et C'est c'est un pas gros problème, ça. mon parcours psy là, qui a été modifié, qui améliore un petit peu les choses. Mhm. Loin d'être parfait, mais ça va dans le bon sens. Enfin bon, après, de toute façon, c'est comme ça. Dans le monde, quand tu veux faire quelque chose, il faut toujours des ressources. Donc il faut du temps, de l'argent et de l'énergie. Mhm. Et souvent, quand tu as les trois, bah, la vie, c'est relativement simple. Mais bah, parfois, tu n'en as que un, des fois, tu n'en as que deux, etc., etc. Et c'est toujours se dire, OK, si j'ai pas l'argent, bah, peut-être que coup de bol, je vais avoir le temps, mais peut-être que j'ai pas. Enfin bon, bref. Et Mhm. comment tu ferais Parce que du coup, j'ai un oublié. psychologue est capable de gérer les traumatismes, est-ce qu'ils sont formés pour ou pas? En fait, il y a vraiment. Alors, le problème des psychologues, c'est vraiment la grosse diversité en fait au niveau des formations des facs de psycho. Alors, je vais pas juste, je vais pas juste dire du mal des psychologues, hein, parce que je sais que, enfin, notre formation de psychiatre est insuffisante aussi. Hein, donc, l'idée, c'est pas du tout de. Mais oui, il y a des choses. Après, en fait, il y a un vrai manque de ressources, tout simplement. Après, c'est bien de regarder la fiche d'un psychologue sur Internet, de voir s'il est formé en victimologie, mais il y a un vrai souci. Moi, j'en discutais du coup avec une psychologue québécoise que j'ai rencontrée via les réseaux sociaux parce que du coup, j'ai lancé ma chaîne Instagram de
de psychoéducation aussi. Et en fait, on en discutait toutes les deux. Et ça m'a beaucoup rassurée parce que moi, j'avais trouvé du coup des choses justement sur l'approche informée du trauma avec des ressources anglo-saxonnes. Vraiment, enfin, il y a plein de grosses ressources scientifiques anglo-saxonnes. Et en fait, en français, j'avais trouvé rien qui disait la même chose. Et en fait, je me suis dit, j'ai peut-être mal cherché. Et j'en ai discuté du coup avec cette personne qui est très sympa d'ailleurs et qui n'a rien trouvé non plus. Donc là, je me suis dit, ok, c'est pas moi qui ai suffisamment mal cherché. C'est que potentiellement, il y a un problème en fait d'accès à des ressources francophones. Alors en plus, nous les Français, on n'est pas très bons avec l'anglais. Moi, j'ai la chance de bien le parler, donc c'est vrai que c'est vrai que ça aide, mais il y a ouais, c'est compliqué de trouver quelqu'un de bien formé. Après, moi, vraiment, ce que je dis tout le temps, c'est que si jamais on ne le sent pas avec un professionnel de santé, si jamais il n'y a pas le feeling, si jamais il y a vraiment une grosse incompatibilité, si jamais la personne, on se ressent un sentiment d'insécurité, faut pas insister, faut pas se dire que du coup tous les psys ne servent à rien, parce que c'est le piège dans lequel on veut bien tomber un peu trop facilement des fois aussi. Mais par contre, voilà, faut aussi faire confiance un petit peu. Quand on a vécu beaucoup de violence, des fois, on ne se fie pas à son propre jugement, mais il faut se fier à son propre jugement. Quand on le sent vraiment pas avec quelqu'un, faut vraiment pas insister. Des fois, ça passe pas, c'est pas grave. Ouais, donc potentiellement, les psychologues peuvent être formés, mais c'est toujours la même chose. Et c'est pareil pour les psychiatres, hein. C'est Mmh. comment trouver le bon. Et je reviens juste, je mettrai le lien de ta chaîne Instagram. N'hésitez pas à aller regarder. Il y a pas mal d'informations justement sur tous ces sujets-là. Et, mais c'est vrai que c'est tout le sujet du suivi et, entre guillemets, de ce qui est super bien fait au niveau des ressources, qu'on aimerait avoir en termes de formation, et les faits qui font qu'aujourd'hui, bah, il n'y a pas toujours des soins de qualité, il n'y a pas toujours l'aide qu'il faudrait avoir. Et, et bon, on essaye, entre guillemets, bah, même là, à l'instant T, de créer quelque chose qui peut être intéressant et qui peut permettre justement de creuser le sujet. J'essaye un petit peu de résumer, même si c'est très compliqué, hein, un petit peu ce qu'on s'est dit. Mais dans l'ensemble, c'est le stress qui peut être lié à des événements comme par exemple un deuil, qui peuvent soit rester du stress, c'est-à-dire que notre cerveau arrive à récupérer petit à petit, bah, justement par rapport à cette situation, et donc bah, passer à autre chose, soit hélas, le stress est trop important et notre cerveau est épuisé, n'arrive plus à gérer la situation et ça se transforme en traumatisme. Oui, sachant que après, le deuil, c'est peut-être pas le meilleur exemple parce qu'effectivement, la plupart du temps, c'est un événement normal. Mais voilà, il y a des choses qui se transforment en traumatisme très vite en fait. Hein. Il y a des choses qui viennent juste. Enfin, il y a la théorie de vésicule que je vais pas du coup pouvoir expliquer dans un podcast vu que c'est voilà. Mais effectivement, il y a des choses qui viennent fracasser notre voilà, qui viennent passer notre barre de jauge d'énergie de 300 à moins 180 en fait. Enfin voilà, ça voilà, c'est toujours une équation qui est complexe, mais enfin en résumé, c'est ça, ouais. Oh, mais tu as raison de le préciser, et c'est vrai que c'est toujours la difficulté quand on en parle là, c'est que chaque situation est tellement spécifique et particulière. Mmh. Mais dans l'esprit, c'est ça. C'est soit ça reste du stress, soit ça devient un traumatisme. Et sachant qu'il y a des événements, il y a de grandes chances que ça devienne un traumatisme. Et Ouais. après, à partir de là, ça veut dire qu'on a un poids dans le cerveau et que pour pouvoir essayer justement de l'enlever, il y a plein de belles choses qui existent, comme l'hygiène de vie, mais surtout, il y a le fait d'aller consulter un professionnel qui est formé pour nous aider à justement passer outre ce traumatisme. Et ça, c'est par des consultations, ça prend du temps, c'est dur, et parfois, on peut pas le faire tout de suite. Mais on peut faire une petite chose qui amènera une petite chose, qui amènera une petite chose. Et c'est pour ça qu'il y a toujours de l'espoir. Et je pense que c'est important de le répéter. C'est que moi, je me rappelle à l'époque, quand vraiment j'arrivais à prendre ma douche, j'étais fier de moi. Et, et en fait, c'est vraiment un petit bout d'espoir qui fait que, mis bout à bout, ça avance. Et je pense que c'est pareil pour un traumatisme, si je ne me trompe pas. Ou non, dis-moi.
Non, tu disais un truc super important même sur le fait d'ouvrir les volets, valoriser ses victoires. Ça, c'est super important. Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup dire aux gens, c'est que personne ne connaît la valeur de vos victoires. Et en fait, il faut vraiment se dire que des fois, juste de se lever le matin, juste d'avoir réussi à se faire un repas qui est pas trop déséquilibré, en fait, c'est en valorisant ces petits pas-là, parce que c'est des victoires qui peuvent être énormes. C'est-à-dire que ça peut avoir presque autant de valeur que les 50 000 victoires de Rafael Nadal à Roland-Garros, en fait. Et je suis très sérieuse quand je dis ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas tous, on se bat pas tous contre les mêmes choses au départ, on n'a pas tous les mêmes positionnements au départ. Donc, c'est hyper important de valoriser chaque petit pas qu'on fait plutôt que de se dire oh mon Dieu, j'arrive toujours pas à faire tout ça, faut que je me bouge, quoi. Ouais, on en revient sur la gratitude, hein. D'ailleurs, si vous ne le faites pas, moi j'ai un journal de gratitude que je fais tous les jours et ça m'aide énormément. Non, ouais, non, mais je pense que c'est un beau mot par rapport à ça. C'est vraiment se valoriser sur des petites choses. Et si on revient à quelque chose d'un peu plus global, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu aimerais changer dans la santé mentale? Alors, du coup, j'ai réfléchi à 3 trucs. Alors, plein de choses, mais du coup, je me suis dit, je vais dire 3 trucs. Beaucoup plus d'accès à la psychothérapie, on rembourse tout et en fait, on arrête de ne pas rembourser un traitement de première ligne, en fait. Enfin, voilà, c'est super important. Deuxièmement, je traduis les recommandations de la Société d'addictos et de santé mentale aux États-Unis avec une baguette magique et j'envoie ça dans la boîte aux lettres de chaque soignant de France. Et je leur impose de le lire. Ça, c'est mon petit côté dictatorial. Et non, je plaisante. Hein. Mais et troisièmement, truc un peu bête, hein, mais je change la déco des services. Parce que le côté hospitalier, blanc, triste, où on se dit mais on veut surtout pas atterrir là. Voilà, moi je verrais ça. Alors ça c'est peut-être mes goûts à moi, hein, mais le côté un peu rose poudré d'une enseigne de déco, mais voilà un truc. Voilà, beaucoup axer les choses sur la connexion et le lien avec les autres parce que c'est un des meilleurs médicaments qu'on ait. Ouais, c'est une bonne remarque. Et je m'étais déjà posé la question, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de plantes, etc. Et d'avoir un. Mais on en reparlera d'ailleurs, Nella, mais sur les ressources, il y a plein de trucs à faire. Moi, je tenais vraiment à te remercier pour ton temps aujourd'hui. Et puis, j'espère que ça a pu vous aider aussi à mieux comprendre ce que c'était que le traumatisme et savoir quoi faire. Et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Pour trouver toutes les informations autour de la bipolarité, je vous donne rendez-vous sur notre site internet hopstage.com, hopestage.com, et je vous dis à très bientôt.